Le magicien d'Oz est un imposteur. Les Winkies étaient désolés de voir partir Dorothée et ses 4 amis. Ils avaient particulièrement sympathisé avec le bûcheron en fer-blanc et ils essayèrent de le retenir parmi eux. Mais l'homme de fer leur expliqua qu'il devait d'abord accompagner ses camarades jusqu'à la cité d'Émeraude. En guise de cadeau d'adieu, les Winkies offrirent au bûcheron une burette en argent et à Dorothée la coiffe d'or. « Tu as tué la sorcière de l'Ouest, » déclara l'un d'eux. « Nous estimons donc que son bien le plus précieux, ce chapeau en or, te revient. Une formule magique se trouve inscrite à l'intérieur. Peut-être te servira-t-elle un jour à te sauver d'un mauvais pas. » Dorothée se coiffa donc de l'étrange couvre-chef. Puis, les 5 voyageurs saluèrent leurs hôtes et se mirent en route sans plus attendre. Pour parvenir à la cité d'Émeraude, il leur fallait progresser vers l'est, dans la direction du soleil levant. Mais, à midi, comme le soleil se trouvait à la verticale au-dessus de leur tête, ils s'égarèrent complètement. « Qu'allons-nous faire ?» s'inquiéta la fillette. « Tu pourrais peut-être utiliser la coiffe d'or ?» suggéra l'épouvantail. Après avoir lu la formule magique inscrite à l'intérieur de son chapeau, Dorothée le posa sur sa tête en disant « Ep, pep, pac, ilo, olo, elle, zizu, zuzu, zik ». Tous les singes ailés apparurent immédiatement. Leur chef se courba devant la fillette et lui expliqua « Maintenant que tu possèdes la coiffe d'or, tu peux nous confier 3 missions. Que pouvons-nous faire pour toi ?»« Nous devons nous rendre à la cité d'Émeraude, » répondit Dorothée. « Mais nous sommes perdus. Pourrais-tu nous y amener ?»« Bien sûr, » fit le chef. Les singes ailés saisirent alors les 5 compagnons entre leurs fortes pattes et s'envolèrent avec eux vers la verte cité. Arrivés devant la porte de la ville, ils les déposèrent sur le sol avant de disparaître. Le gardien des portes remit aussitôt des lunettes sur le nez des 5 visiteurs, puis les accompagna au palais du grand magicien. Le soldat à la barbe verte les dévisagea d'un air abasourdi. « Je pensais que vous deviez aller chez la sorcière de l'Ouest. »« Nous sommes déjà de retour, » fit le lion poltron, « et cette demoiselle a supprimé la méchante sorcière. »« Formidable !» s'exclama le soldat. Et il se précipita chez son maître pour lui annoncer la bonne nouvelle. Dorothée et ses amis espéraient que le magicien pourrait les recevoir tout de suite. Mais lorsque le soldat revint, il les conduisit dans une autre pièce en les priant d'attendre. Ils y restèrent toute la journée, puis encore un jour, et aussi le jour suivant. L'épouvantail fit alors apporter une lettre au grand magicien. Il le menaçait d'appeler les singes s'il ne les recevait pas, ainsi que ses compagnons dans les plus brefs délais. Le magicien d'Oz eut certainement très peur, car il les convoqua sans plus tarder. Arrivés dans la salle du trône, les 5 amis regardèrent tout autour d'eux, mais ils ne virent personne. Ni grosse tête, ni belle dame, ni monstre à 5 yeux. Et pas la moindre trace de feu. Mais une voix descendit du plafond. « Je suis le grand, le très redoutable magicien d'Oz. Que me voulez-vous ?»« Où êtes-vous donc ?» s'étonna Dorothée. « Partout et nulle part, » répondit la voix, « car je suis invisible. Mais je vais m'installer sur mon trône afin que nous puissions converser. » « Nous avons supprimé la sorcière de l'Ouest, » déclara tout uniment Dorothée. « Quelle surprise !» s'exclama la voix. « Revenez me voir demain. Je dois donc d'abord réfléchir. »« Vous avez eu tout le temps voulu !» protesta le bûcheron en fer-blanc en se précipitant vers le trône, hache levée. Quant au lion poltron, il se mit à rugir si fort que Toto fit un bond en renversant le paravent qui se trouvait à côté du trône. Les 5 amis furent fort surpris de découvrir caché derrière le paravent un petit homme assez âgé.
Je suis le grand magicien d'Oz, bredouilla celui-ci. Du moins, les gens croient que je suis un magicien. En fait, je suis tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Vous êtes un charlatan, s'indigna l'épouvantail. En effet, admit le petit vieux. Je n'y comprends rien, s'énerva Dorothée. L'autre fois, vous étiez une grosse tête. Oh, cela, c'est un de mes trucs, avoua l'homme en leur dévoilant une énorme face de papier. J'accroche la tête au plafond et grâce à un jeu de ficelle, j'actionne les yeux et la bouche dissimulés derrière le paravent. Mais la tête me parlait, insista Dorothée. Encore plus facile, leur expliqua le vieux. Il n'y a là aucun mystère. Je suis ventriloque. Puis, il leur raconta qu'il était arrivé d'Amérique en ballon. Un jour, en effet, il avait volé si haut dans le ciel qu'il avait atteint le pays d'Oz. Les habitants, en le voyant descendre de son engin, l'avaient pris pour un grand sorcier et s'étaient mis à faire tout ce qu'il demandait. Ils avaient même construit un palais et toute une ville exprès pour lui. Et comme ici l'herbe est du plus beau vert, j'ai baptisé ma ville la Cité d'Émeraude. J'ai aussi exigé que tout le monde porte des lunettes vertes pour que tout ait la même couleur. Tout ce que je vois, n'est-il donc pas vert? S'étonna Dorothée. Mais non, répondit l'homme. Les gens croient que tout est vert grâce à ces lunettes. Ils ne songent pas à les enlever. Et ils s'imaginent aussi que je suis plus puissant que les sorcières. Et c'est stupide. En fait, j'ai horriblement peur d'elles. Voilà pourquoi je vous avais demandé de tuer la sorcière de l'Ouest. Maintenant, je vais tout de même essayer de tenir ma promesse. Mais vous ne direz à personne que je suis un lamentable imposteur. Dorothée et ses amis le promirent. Alors, le faux magicien commença par sortir la paille de la tête de l'épouvantail et la remplaça par des grains de blé, des aiguilles et des clous. L'épouvantail, ravi, crut qu'il possédait désormais un vrai cerveau. Puis, l'homme perça un grand trou dans la poitrine du bûcheron en fer blanc et il y plaça un cœur de soie rouge avant de refermer le tout. L'homme de fer était vraiment très content de ce beau cœur si doux. Ensuite, le vieillard obligea le lion poltron à boire de l'eau toute verte en prétendant que celle-ci lui donnerait du courage. Et le lion, confiant, le crut. Le petit homme, enfin, s'adressa à Dorothée. « Je sais le moyen de retourner en Amérique. Il nous suffira de fabriquer un ballon qui nous ramènera chez nous. »« Nous ?» s'étonna Dorothée. « Vous m'y accompagneriez ?»« Oui, répondit le vieil homme. J'en ai assez de jouer les sorciers. Veux-tu m'aider ?»« Volontiers, acquiesça Dorothée. » Immédiatement, ils se mirent à coudre ensemble de longues bandes de soie, et quand le ballon fut prêt, ils y suspendirent un panier au moyen de cordes. Le faux magicien fit alors un discours à tous ses sujets réunis. Il annonça qu'il allait prendre l'aspect d'un homme pour aller rendre visite à un autre grand magicien. Le peuple l'aida à amener le ballon dehors. Quand celui-ci fut rempli d'air chaud, l'homme monta dans le panier et s'écria « Viens vite, Dorothée, le ballon va partir !» Mais la fillette ne retrouvait plus Toto, et pendant qu'elle courait à sa recherche, l'énorme engin quitta le sol. « Revenez !» hurla Dorothée. « Impossible !» répondit le vieux. Et le ballon disparut bientôt dans les nuages. Les habitants du pays d'Oz ne devaient plus jamais revoir leur grand magicien. Le magicien d'Oz. Dorothée rentre chez elle. Lorsque Dorothée leur expliqua qu'ils ne reverraient plus jamais le magicien d'Oz, les habitants de la Cité d'Émeraude proposèrent à l'épouvantail de devenir leur roi. Celui-ci accepta volontiers. « Votre ville sera certainement la seule à être gouvernée par un homme de paille, affirma-t-il fièrement. Le lendemain,
les 5 amis se réunirent dans la salle du trône. L'épouvantail leur confia « Je suis si heureux. Ce trône est bien plus confortable que mon pieu au milieu du champ. » « J'aimerais beaucoup avoir la même chance, » soupira tristement Dorothée. « Moi, je ne reverrai plus jamais tante Emma et oncle Henri. »« Maintenant que je suis nantie d'une cervelle, » dit l'épouvantail, « j'ai réfléchi à la question. Tu pourrais demander au singe ailé de te ramener en Amérique. »« Oh, comme tu es intelligent !» s'exclama la fillette. Coiffant le chapeau d'or, elle prononça la formule magique habituelle. La bande de singes apparut aussitôt et la salua. « J'aimerais que vous me conduisiez en Amérique, » leur intima sèchement Dorothée. Mais le chef des singes secoua négativement la tête. « Impossible, déclara-t-il. Nous ne pouvons pas quitter le pays d'Oz. Mais cela mis à part, tu peux compter sur nous. » Dorothée était si déçue qu'elle se mit à pleurer. Mais l'épouvantail fit de nouveau jouer sa drôle de cervelle. Il convoqua le soldat à la barbe verte et lui demanda conseil. « Oui, il y aurait bien quelqu'un qui pourrait aider ton ami, » suggéra celui-ci. « C'est Glinda, la sorcière du Sud. Elle règne sur les Quadlings depuis son château, dressé à la lisière du désert qui sépare notre pays du reste du monde. » « Et comment parviendrai-je à ce château ?» s'enquit Dorothée. « Une route mène au sud, mais elle traverse une région très dangereuse, » répondit le soldat. « Je vais accompagner Dorothée, » déclara le lion. « Je la protégerai des dangers. »« Moi aussi, » ajouta le bûcheron en fer-blanc. « Moi, » continua l'épouvantail, « je resterai avec vous jusqu'à ce que notre Dorothée ait trouvé le moyen de rentrer en Amérique. Puis je regagnerai la cité d'Émeraude. » Le lendemain matin, les 5 amis se remirent en route une fois de plus. Ils marchèrent d'abord longtemps à travers des champs verdoyants. Puis ils parvinrent dans un bois planté d'arbres très hauts. « Que c'est beau ici !» murmura le lion poltron. « J'y vivrais volontiers. » À ce moment, ils entendirent de tous côtés de sourds grognements. Et quelques instants plus tard, ils se virent entourés d'une multitude d'animaux. Des tigres, des ours, des éléphants, des lions, des renards et des girafes. Dorothée était affolée. Mais le lion la rassura. Ces animaux ne grondaient pas de colère, lui expliqua-t-il, mais parce qu'ils avaient peur. Tandis qu'il réconfortait ainsi la petite fille, un des redoutables tigres s'approcha respectueusement de lui. « Bienvenue à toi, roi des animaux !» le salua-t-il. « J'espère que tu es venu pour anéantir notre ennemi. C'est un monstre effrayant. Sa tête est celle d'une araignée géante. Sa taille atteint celle d'un éléphant et il possède 8 pattes, aussi grosses que des troncs d'arbres. »« N'y a-t-il pas d'autres lions dans le bois ?» s'étonna le lion poltron. « Il n'y en a plus, car le monstre les a tous dévorés. Et d'ailleurs, aucun d'eux n'était aussi puissant ni aussi courageux que toi. Je vous tuerai votre monstre, si vous m'acceptez ensuite comme roi, » décida le lion poltron. « Oh, nous apprécierons beaucoup cet honneur, » déclara le tigre. « Et même plus que beaucoup, » ajoutèrent en chœur les autres animaux. Le lion partit immédiatement à la recherche de sa victime, qu'il découvrit au pied d'un arbre. Le monstre dormait. Le lion sauta sur son dos et d'un bon coup de patte, il le tua net. Il retourna ensuite auprès de ses amis et des autres animaux de la forêt. « Vous n'avez plus besoin d'avoir peur, » leur annonça-t-il. « Le terrible monstre est mort. » À ces mots, les animaux s'inclinèrent devant lui et l'élirent pour roi. Le lion promit de revenir parmi eux aussitôt que Dorothée aurait trouvé le moyen de rentrer chez elle. Les 5 voyageurs poursuivirent leur chemin. Quand ils sortirent de la forêt,
Ils se trouvèrent devant une colline, tout hérissée de rochers pointus. Ils en commencèrent l'ascension. Parvenus auprès de la première pierre, ils entendirent une voix qui disait « Arrière! Cette colline appartient aux hommes marteaux et personne n'a le droit de passer !» Un drôle de bonhomme sortit alors de derrière le rocher. Il était petit et très gros, et son long cou fripé supportait une tête énorme. Voyant que l'homme n'avait pas de bras, l'épouvantail osa répliquer « Nous escaladerons cette colline, que vous le vouliez ou non !» Brusquement, la tête du bonhomme jaillit vers le haut. Son cou s'allongea démesurément et une violente poussée, évoquant celle d'un marteau, renversa l'épouvantail. Puis aussitôt, le cou reprit sa taille normale. « Voilà, cela t'apprendra !» hurla le bonhomme. En se tordant de rire, une centaine d'hommes marteaux sortirent alors de leur cachette. Le lion se mit à rugir et monta sur la colline en grondant. Mais il fut également déséquilibré par un coup de marteau. « Oh, qu'allons-nous faire ?» gémit Dorothée tout en aidant ses amis à se relever. « Il est urgent d'appeler les singes ailés, déclara le bûcheron en fer blanc. Ils t'ont promis leur secours. » Dorothée coiffa le chapeau magique et prononça la formule adéquate. En un instant, les singes ailés furent là. « Il faut que vous nous fassiez traverser cette colline pour nous mener au pays des Quadlings, » supplia Dorothée. « Ce sera fait, » assura le roi des singes. Les singes ailés saisirent les voyageurs sous les bras et les emportèrent dans les airs. Les hommes marteaux eurent beau s'égosiller et tendre leur long cou le plus haut qu'ils purent, cela ne leur suffit pas pour rejoindre les singes. Dorothée et ses amis furent ainsi transportés jusqu'au merveilleux pays des Quadlings. Partout coulaient de clairs ruisseaux qui sillonnaient des champs dorés. Les maisons, les grilles et les ponts étaient d'un beau rouge vif et les habitants, habillés dans le même ton, paraissaient tous fort accueillants. Dorothée leur demanda le chemin pour arriver au château de la sorcière du Sud. Celui-ci était gardé par 3 jolies jeunes filles habillées de rouge. Elles conduisirent les 5 compagnons vers une immense salle écarlate. La reine Glinda était assise sur un somptueux trône vermillon serti de rubis. « Que puis-je faire pour toi, fillette ?» sentit-elle gentiment. Dorothée lui raconta alors toutes ses aventures, puis elle conclut. « Maintenant, j'aimerais bien rentrer chez moi, car tante Emma et oncle Henri doivent penser qu'il m'est arrivé quelque chose de grave. »« Je vais t'aider, » promit la sorcière. « Mais il faut pour cela que tu me donnes ta coiffe d'or. »« La voici, » dit la fillette en lui tendant le couvre-chef. « Désormais, vous pourrez confier 3 missions aux singes ailés. »« Je le sais, » répliqua Glinda, « et je sais aussi ce que je vais leur demander. Je vais commencer par leur ordonner de transporter l'épouvantail dans la cité d'Émeraude. Puis, je leur commanderai de ramener le lion dans la forêt et le bûcheron en fer blanc parmi ses sujets. Quant à toi, petite fille, ce sont les souliers d'argent qui te conduiront chez toi. Si tu avais su que c'était là des chaussures magiques, tu aurais pu directement rentrer en Amérique. Mais alors, je n'aurais pas reçu de cervelle, protesta l'épouvantail. Et moi, je resterai toujours sans cœur, ajouta le bûcheron en fer blanc. Et moi, je serais demeuré un pauvre poltron, renchérit le lion. C'est vrai, admit Dorothée. Je suis bien contente d'avoir pu vous être utile. Mais maintenant, il faut que je parte. Il te suffira de frapper 3 fois les talons des souliers d'argent l'un contre l'autre et d'expliquer ce que tu souhaites, expliqua la reine Glinda. Je vais donc vous faire mes adieux, dit la fillette. Elle entoura tendrement la grosse tête du lion de ses petits bras. Puis, elle enlaça le bûcheron en fer blanc
qui éclata en sanglots. Et quand Dorothée se suspendit au cou de l'épouvantail, de grosses larmes coulèrent sur les joues du mannequin. À son tour, Glinda se leva et embrassa Dorothée. La fillette prit alors Toto sous son bras et frappa 3 fois ses talons l'un contre l'autre. « Amenez-moi à la maison, chez ma tante Emma et mon oncle Henri », leur ordonna-t-elle. Dorothée se sentit soudain enlevée par le vent. Elle traversa les airs à une vitesse affolante et en quelques minutes, elle se retrouva devant la nouvelle ferme qu'oncle Henri avait dû construire après la tempête. Dorothée était folle de joie. Elle ne remarqua même pas qu'en chemin, elle avait perdu ses souliers d'argent. Tante Emma, qui sortait justement, aperçut la fillette. Celle-ci se jeta dans ses bras. « D'où viens-tu donc ?» larmoya la tante. « Du pays d'Oz » répondit Dorothée. Et il lui fallut des heures et des heures pour raconter tout ce qui lui était arrivé. Le roi et le cuisinier. Un jour, un très gros roi dit à son maigre cuisinier « Confectionne-moi un gâteau, un énorme gâteau, léger et succulent. » Le cuisinier s'affaira immédiatement dans la cuisine du palais. Il prit un plat gigantesque, 2 douzaines d'œufs, 3 livres de beurre, 5 livres de farine et 1 livre de levure. Il mélangea bien la farine, les œufs et le beurre, puis ajouta la levure. Puis il alluma le four et y glissa le gâteau. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une délicieuse odeur se répande dans tout le palais. Le roi se rendit à la cuisine. « Bien, bien, dit-il, cela sent bon ici. Il me semble que ce gâteau sera un régal. » « Certainement, Majesté, assura le cuisinier, et il sera particulièrement léger, car j'y ai mis 1 livre de levure pour que la pâte lève bien. »« Parfait, acquiesça le roi. Mais soudain, il montra le four du doigt en s'écriant « Que se passe-t-il » Le four était en train de prendre une forme sphérique et, bientôt, le dessus éclata dans un grand fracas d'explosion. Puis, lentement, très lentement, le gâteau commença à sortir du four. « Idiot !» gronda le roi. « Tu y as mis trop de levure !» Cependant, la pâte légère continuait à monter. Elle touchait déjà le plafond qui se mit à craquer. Le roi et le cuisinier se précipitèrent dans l'escalier pour y constater que le gâteau dépassait déjà le 1er étage et qu'il grandissait toujours. « Fais quelque chose !» hurla le roi en voyant le spectacle. Le maigre cuisinier sauta sur le gâteau, espérant ainsi l'empêcher de gonfler. Mais ce dernier n'arrêtait pas de monter et bientôt, il atteignit le toit du château tout en transportant le cuisinier. Ce dernier cria « Majesté, je vous en supplie, allez éteindre le four !» Le roi se précipita dans la cuisine, coupa le gaz et alla chercher sa longue-vue. Depuis le jardin, il constata que le gâteau avait crevé le toit du château. La pâte cessa de monter, mais le cuisinier n'osait plus redescendre. Le gros roi ne trouvait pas cette histoire plaisante. Qui allait lui faire à manger ? Soudain, il eut une idée. Si le cuisinier mangeait le gâteau, il arriverait finalement en bas. « Mange tout le gâteau !» ordonna-t-il. « Volontiers, Majesté !» répondit le cuisinier. Et le roi l'entendit commenter. « Délicieux, ce gâteau !»« Cesse de bavarder !» se fâcha le roi. « J'ai faim, moi, et rien n'est prêt !» Mais le gâteau était si volumineux qu'il fallut 2 semaines au maigre cuisinier pour le terminer. Et chaque jour, ce dernier grossissait à vue d'œil. Au contraire, le gros roi, qui ne mangeait plus rien, fondait comme la neige au soleil.
Quand le cuisinier se retrouva finalement en sécurité sur le sol de la cuisine, le roi constata, ahuri, « Ce n'est pas possible! Maintenant c'est moi qui suis maigre et toi qui es gros !»« Nous allons tout de suite y remédier, Majesté », s'empressa le cuisinier. Et il se mit à préparer le repas du roi. Aligne cygne. Il était une fois 3 frères qui vivaient dans une cabane à l'orée de la forêt. Les 2 aînés se croyaient très malins et jugeaient leur cadet complètement idiot. Or, ce dernier était très gentil, alors que les 2 autres étaient de mauvais sujets. Un jour, le frère aîné partit dans la forêt pour aller couper du bois. Il avait emporté avec lui un morceau de gâteau et un cruchon de vin. Dans une clairière, il rencontra un nain. « N'aurais-tu pas quelque chose à manger ou à boire ?» lui demanda ce dernier. « Non, laisse-moi tranquille, » lui répondit le garçon. « Tu le regretteras, » menaça le nain. De fait, quelques instants plus tard, en tentant de couper des branches, le frère aîné se donna un coup de hache dans le bras. Il rentra chez lui plié en 2 de douleur. « Ne te lamente pas comme ça, » reprocha son cadet. « Même les plus malins peuvent avoir un accident. C'est moi qui irai couper le bois. » Comme son aîné, il emporta un cruchon de vin et un bout de gâteau. Et dans la forêt, il tomba lui aussi sur le nain. « N'aurais-tu pas quelque chose à manger ou à boire ?» lui demanda ce dernier. « Non, » répondit le garçon. « Et tire-toi de là. »« Tu le regretteras, » avertit le nain. Le 2e frère se mit au travail, mais dès qu'il eut saisi sa hache, il s'entailla la jambe. Il hurla de douleur. En l'entendant, ses frères accoururent et à eux 2 le ramenèrent jusque chez eux. « Ne t'en fais pas, dit le Benjamin, je couperai le bois moi-même. »« Toi ?» s'écrièrent ses 2 frères. « Tu es bien trop bête pour cela. »« J'irai tout de même, » affirma le garçon. Et il voulut à son tour se préparer un morceau de gâteau et un cruchon de vin pour emporter avec lui. « Laisse ça là, » protestèrent ses frères. « Ce n'est pas pour les idiots. » Le pauvret se contenta donc d'un vieux quignon de pain et d'une panne de bière. Dans le bois, il croisa le nain. « N'aurais-tu pas quelque chose à boire ou bien à manger ?» demanda le petit homme. « Mais si, bien sûr, » répondit le gamin. « Nous pouvons partager mon pain et ma bière. » Aussitôt, il alla s'asseoir sur un tronc d'arbre et déballa son casse-croûte. À sa grande surprise, il constata que le morceau de pain s'était transformé en gâteau et la bière en vin. Le nain s'assit à côté de lui et lui expliqua « C'est moi qui ai fait cela pour toi. À ta santé !» Il dévora ensuite tout le gâteau jusqu'à la dernière miette et il but le vin sans en laisser la moindre goutte. Puis il déclara « Tu es vraiment gentil et moins avare que tes frères. J'ai envie de te faire un cadeau. Va donc voir derrière cet arbre, là-bas. » Le gamin se précipita vers l'endroit indiqué et y découvrit un somptueux cygne blanc, paré d'un plumage comme il n'en avait encore jamais vu. « Ce cygne te portera bonheur !» prédit le nain avant de disparaître brusquement dans la forêt. Le jeune garçon n'avait pas du tout envie de rentrer chez lui, car il était sûr que ses frères s'empareraient de son beau cygne. Il décida donc de partir. À peine avait-il ainsi marché quelques mètres qu'il rencontra une fillette. « S'il vous plaît, pourrais-je avoir une de ces magnifiques plumes blanches ?» quémanda-t-elle. « Certes, » répondit le gamin. La petite fille tenta alors d'arracher une plume à la queue du cygne, mais elle n'y parvint pas. Et lorsqu'elle voulut retirer sa main, elle se rendit compte que celle-ci était collée à l'oiseau. « Au secours !» cria-t-elle à l'ami qui l'accompagnait. « Aide-moi !»
L'autre fillette voulut tirer la première en arrière, mais elle demeura accrochée à sa compagne. « Au secours !» hurlèrent de rechef les deux prisonnières. La maman de l'une des fillettes essaya de les délivrer, mais elle resta coincée à son tour. Le garçon, lui, faisait mine de ne rien entendre car il trouvait cette situation plutôt drôle. « Oh, Aligne cygne !» s'écria-t-il en riant. Un peu plus tard, le gamin, son cygne, les deux fillettes et la mère arrivèrent dans un village. Le curé sortait justement de l'église. « Veux-tu bien libérer immédiatement ces malheureuses ?» gronda-t-il. Mais le gamin fit la sourde oreille. Le curé voulut alors saisir la main de la dame, mais il y resta accroché. En les voyant, le sacristain qui se dirigeait vers l'église s'enquit. « Où allez-vous ainsi ? Puis-je vous accompagner ?» Il se mit à courir derrière la farandole et commit l'erreur de prendre la main du curé. Le gamin, son cygne, les fillettes, la dame et les deux hommes traversèrent le village en direction de la ville. En chemin, le sacristain appela un paysan à l'aide. Le bonhomme serviable entoura la taille du sacristain de ses deux bras et ne put s'en dégager. Et quand un ouvrier essaya de secourir son patron, la série s'allongea encore. Un peu plus loin, ils arrivèrent tous à la ville. Le roi y avait établi sa résidence. Il avait une fille fort gâtée, mais qui ne riait jamais. Ce matin-là, la jolie princesse se trouvait à son balcon lorsqu'elle vit passer le gamin avec son cygne, les deux fillettes, la mère et le curé, le sacristain, le paysan et son ouvrier. À ce spectacle, la jeune fille partit d'un grand éclat de rire et elle continua à rire pendant très longtemps. Le garçon posa alors son cygne magique sur le sol et immédiatement, les deux fillettes, leur mère, ainsi que les quatre hommes s'écroulèrent pêle-mêle l'un sur l'autre. « Connaissiez-vous le jeu d'Aligne-cygne » lança alors le gamin à la princesse. Tout d'abord, le roi avait été très heureux d'entendre rire sa fille. Mais tout à coup, il se souvint de ce qu'il avait promis. Celui qui parviendrait à dérider la princesse aurait le droit de l'épouser. « Impossible, songea-t-il. Ma fille ne peut s'unir à un simplet. » Il fit alors venir le gamin et lui expliqua qu'il pourrait épouser sa fille s'il trouvait un homme capable de dévorer en un jour une montagne de pain. Le garçon partit à la recherche de son ami le nain. En chemin, il découvrit au bord du sentier un gros homme tout en larmes. « Pourquoi pleurez-vous » interrogea-t-il. « Parce que j'ai faim, » soupira l'homme. « Je dévorerais bien une montagne de pain. »« Séchez vos larmes, » dit le gamin. « J'ai justement ce qu'il vous faut. » Et il amena le gros homme à la ville, où le roi avait fait dresser une montagne de pain gris. L'homme s'assit, puis il commença à manger. « Il n'y arrivera jamais, » se disait le roi en ricanant, « car le pain gris est trop nourrissant. » Mais la princesse espérait secrètement que le gros homme mangerait tout, car elle s'était mise à apprécier sincèrement le garçon qui était parvenu à la faire rire. Cependant, le gros bonhomme continuait à dévorer tranquillement tous les pains les uns après les autres. Juste avant le premier coup de minuit, il fit disparaître la toute dernière miette. « Je puis donc épouser votre fille ?» déclara au roi le jeune frère d'un air triomphant. « Pas encore, » répliqua le roi. « Il faudra d'abord que tu me trouves un homme capable de vider les 100 tonneaux de vin de ma cave. » Le lendemain, le gamin se leva de bonne heure. Il partit pour la forêt, décidé à rencontrer le nain pour lui demander son aide. Mais en chemin, il tomba de nouveau sur le gros homme, qui pleurait de plus belle. « Que se passe-t-il ? Vous n'avez tout de même plus faim ?» lança le garçon. « Non, » larmoya l'homme, « mais j'ai tellement soif que je viderais bien 100 tonneaux de vin. »« Pas de problème, » fit le garçon, « séchez vos larmes et suivez-moi. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le château.
Là, le roi conduisit le gros homme à la cave. Ce dernier ôta le bouchon du premier tonneau et se mit à boire goulûment. « Il n'y arrivera jamais, se disait le roi tout en se frottant les mains, car il suffit d'un tonneau de mon vin pour être complètement saoul. » Mais l'homme continuait à boire paisiblement. Il vida ainsi tous les tonneaux, et juste avant que sonne le dernier coup de minuit, il ne resta plus une seule goutte de vin. Il avait tout vidé. « Voilà, maintenant je puis épouser la princesse, » conclut le jeune frère. « Pas encore, » interrompit le roi. « Il faudra d'abord me trouver un bateau qui puisse se déplacer aussi bien sur terre que sur mer. » Le lendemain matin, le garçon décida une fois de plus d'aller trouver le nain. Celui-ci l'attendait sur le tronc d'arbre. « Je devine ce que tu viens me demander, dit-il. Retourne vite à la ville, j'ai tout arrangé. Demain, tu pourras enfin te marier. » Le garçon retourna à la ville en courant. Et là, au milieu de la cour du château, que vit-il? Un grand navire venait d'arriver par la route. Le roi dut bien accepter que les noces soient célébrées. Le cygne blanc fut installé dans le grand étang du château. Et chaque fois que la princesse paraissait mélancolique, son époux la faisait rire en jouant à aligne-cygne. Satie, le petit satellite et l'étoile filante. Satie était un petit satellite qui vivait sur la station spatiale Minibeta. Un jour qu'il voyageait dans l'espace, il fut touché par des balles dorées. « Aïe !» s'écria Satie. C'est alors qu'il vit passer un objet lumineux. Il eut juste le temps de le photographier, puis retourna sur Minibeta. Là, Satie courut montrer la photo à Robbie Ordinateur. « C'est une étoile filante, » déclara Robbie. « C'est très étrange. Il y a des années que plus personne n'a vu d'étoile filante dans l'espace. » Le lendemain, en longeant un îlot spatial, Satie vit briller une lumière. C'était elle. Il atterrit sur la petite île. « Que viens-tu faire ici ?» demanda-t-il à l'étoile filante. « Laisse-moi tranquille, » répondit celle-ci. « Je n'ai presque plus de balles. »« Heureusement, » s'exclama Satie, « tu m'as fait bien mal hier. »« Je suis désolé, » s'excusa l'étoile. Satie poursuivit sa route. Un peu plus loin, il entendit de gros sanglots. Se dirigeant dans la direction du bruit, il constata que c'était la planète d'or qui pleurait ainsi. 9 méchants petits satellites grignotaient son anneau. Ils filèrent en apercevant Satie. « Oh, je ne sais plus que faire pour m'en débarrasser, Satie, » se lamenta la planète désespérée. « Ils vont sûrement revenir. »« Je connais quelqu'un qui t'aidera, » déclara Satie, qui pensait à l'étoile filante. « Mais je crois que cela va te coûter un peu d'or. »« Ce n'est rien, » assura la planète. Satie fila promptement vers l'île de l'espace, où il avait laissé l'étoile filante. Quand il lui eut parlé des ennuis de la planète d'or, l'étoile déclara « Je l'aiderai avec plaisir. » L'étoile filante se cacha derrière la planète et attendit. Dès qu'elle vit arriver les petits satellites, elle tira des balles d'or sur eux. « Au secours !» s'écrièrent les vauriens. « Ça fait mal, arrêtez !»« Décampez !» hurla l'étoile filante en se posant sur le bel anneau brillant de la planète. « Et que je ne vous revoie plus jamais !» Les petits satellites s'enfuirent en gémissant lamentablement. Quant à la planète d'or, elle remercia très vivement l'étoile filante. Celle-ci promit de rester dans le voisinage pour la protéger et Satie, rassurée, s'envola en souriant. « Je crois que l'étoile filante et la planète d'or vont bien s'entendre, » songeait-il. Grand Pierre. Le grand Pierre était un géant qui gagnait 1 mètre à la fois. À 10 ans, il en comptait 3
5 ans plus tard, 10 fois autant. Quand il se promenait en ville, il écrasait tout sous ses pas. Ah oui, vraiment, c'était un cas. Sa vie était bien difficile. Un jour, il se dit carrément « Non, ce n'est pas moi qui grandis, c'est le monde qui est trop petit. » Et il vécut tout normalement.